Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Pavlak, cofondateur de la société Eloi. Bonjour Maxime. Bonjour Eliane. Alors, première question Maxime, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta société s'il te plaît? Oui, donc je suis effectivement cofondateur d'Eloi, j'ai 44 ans, je suis entrepreneur à la base dans le digital. J'avais monté plusieurs entreprises dans le service et dans l'édition de logiciels et puis j'ai eu envie d'avoir plus d'impact dans ma carrière sur les enjeux notamment d'écologie au sens large et également sociaux. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant, ça va faire 8 ans, je commençais à me poser des questions de remonter une autre entreprise après avoir vendu ma précédente pour avoir tous ces impacts-là. Et je me suis dit que le secteur agricole était le secteur où on pouvait avoir le plus d'impact régénératif sur la biodiversité, sur la captation de carbone, sur l'eau, mais aussi sur les gens, avec la création d'emplois non délocalisables, et puis un secteur dont on le sait, qui est en souffrance et qu'on peut venir aider. Donc c'est ça qui m'a boosté au début pour me dire, faut vraiment agir dans ce domaine. D'accord. Donc effectivement, une recherche de sens. Et comment est née l'idée des lois? Parce que vous avez, avec ton cofondateur, quelque chose de très particulier. J'aimerais bien que tu le développes un petit peu pour nous. Comment est née l'idée? On est tous les deux non issus du milieu agricole, donc il n'y a pas de connaissance du secteur. Donc au départ, quand on se dit il y a un secteur dans lequel on veut agir, en fait, il faut rencontrer beaucoup de monde et échanger sur les enjeux, les problématiques du secteur. À la base, l'idée des lois, c'est de constater que bon, il y a un problème de renouvellement des générations agricoles. Ça, tout le monde le sait. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui est assez médiatisé en ce moment. Ce problème de renouvellement des générations, aujourd'hui, l'analyse initiale, c'est de constater qu'en fait, les fermes en transmission sont très nombreuses, mais correspondent pas forcément aux attentes des repreneurs. Mhm. Et donc, de ce constat initial vient l'idée initiale des lois de se dire, on va prendre ces fermes en transmission et on va les reconfigurer pour qu'elles répondent mieux aux attentes des repreneurs. Avec une idée de départ qui est la grappe de ferme. C'est-à-dire, je prends une grande ferme, je crée plusieurs lots et ces fermes plus petites correspondent mieux aux attentes des repreneurs qui ont plus les moyens de les racheter et qui correspondent mieux à ce qu'ils attendent. Ça, c'est l'idée de départ. Et puis, ça a beaucoup évolué depuis. Voilà. Oui, on a toujours une idée au départ et puis après, effectivement, quand on est sur le marché, il y a peut-être des particularités qu'on découvre et pour lesquelles on s'adapte. Alors finalement, qui sont tes clients? Tes clients, ce sont ceux qui veulent vendre des fermes ou ceux qui veulent acheter, les deux probablement? Alors, c'est surtout ceux qui veulent vendre des fermes. Nous, on voit que, bah, il y a à peu près 20 000 fermes qui se vendent, enfin, qui vont sur le marché par an, hein, parce que dans les 10 ans, il y a la moitié des fermes françaises qui vont être à transmettre. Ça fait à peu D'accord. près 200 000 fermes sur 400 000. Ces 200 000 fermes, aujourd'hui, ont du mal à trouver repreneur, hein. On sait que tous les ans, c'est à peu près 40% des fermes qui ne trouvent pas un repreneur qui s'installe. Mhm. Ça veut dire qu'on perd, sur 20 000 fermes par an, on perd 8 000. Voilà. On perd 8 000 fermes qui du coup partent à l'agrandissement. Ces agrandissements parfois sont choisis, mais très souvent aussi sont subis. C'est-à-dire que les agriculteurs cherchent un repreneur, ne le trouvent pas, et finalement, en désespoir de cause, finissent par vendre leur terre à l'agrandissement, à un voisin, etc. Et souvent, c'est une souffrance psychologique parce que la ferme est quelque part démantelée, abandonnée. Souvent, c'est aussi une souffrance financière parce que quand c'est un agrandissement subi dans une zone où la pression foncière n'est pas énorme et où il y a de la déprise agricole, ce qui est beaucoup de territoires en France, bah, les bâtiments agricoles ne sont pas forcément valorisés très cher par un voisin qui reprend juste les terres. Et donc, l'opération financière et psychologique est très compliquée pour les cédants. Donc, nous, on vient leur apporter, en fait, à ces cédants-là, à ces agriculteurs qui veulent transmettre, soit à des agriculteurs, c'est à peu près la moitié, qui sont déjà en recherche de repreneurs depuis quelques années, qui ne trouvent pas. Et on vient leur apporter un service premium pour réussir à trouver. Soit c'est des agriculteurs qui démarrent leur réflexion de transmission, mais qui veulent tout de suite se doter d'une solution plus efficace et premium parce qu'ils considèrent que bah, il y a des risques qu'ils se retrouvent dans cette situation-là au bout de 2 ans et qu'ils n'ont pas envie de perdre 2 ans, soit parce qu'ils veulent aussi que ça aille vite, que ce soit qualitatif, etc. Donc c'est les publics
qui est notre principal client et qui va nous rémunérer lorsque la transaction va être réalisée, donc quand la vente de la ferme est faite, c'est le cédant. D'accord. Alors évidemment, il faut qu'on ait des porteurs de projet de l'autre côté. Donc eux, quelque part, on leur rend un service. Mhm. Le service, c'est la promesse qu'on va leur apporter des fermes qui répondent à leurs attentes, qui sont adaptées à leurs besoins, à la production qu'ils veulent mener au bon prix, pour qu'ils Oui. s'installent dans de bonnes conditions et qu'ils puissent en vivre. Donc tout ce travail-là, il est fait en amont avec le cédant, on pourrait y revenir, mais et on leur apporte aussi un panel de services qui est plutôt d'avoir identifié un certain nombre de partenaires qui peuvent les aider Mhm. tout dans tout le cycle de leur installation. Donc depuis la réalisation de leur projection de plan d'affaires jusqu'à leur installation post-installation pour que plutôt qu'ils aient eux à défricher le marché et à comprendre tous les acteurs de l'écosystème, ils aient des acteurs de confiance fléchés par nous qui leur permettent de gagner du temps et de se faire bien accompagner sur toutes les dimensions de leur accompagnement, au-delà de la dimension trouver la bonne ferme, qui est là et le sujet qu'on gère nous en interne. Alors, c'est tout un projet de vie, en fait, de reprendre, je dirais même un projet familial, de reprendre une ferme et de la céder pour ceux qui sortent du marché. Donc, quand les gens vous contactent euh, euh, pour pouvoir avoir déjà une première approche, c'est quoi le parcours qu'ils vont suivre? Ils vous contactent, alors, quel est le biais d'ailleurs pour vous contacter? Est-ce que c'est sur le site des lois? Est-ce que il y a un numéro de téléphone? Est-ce qu'il y a des chambres de commerce ou d'agriculture plus exactement qui sont vos relais? Vous parlez des porteurs de projet ou des Ouais. cédants? Non, Des décédant, porteurs. pardon, décédant. Les cédants, ouais. Alors, les cédants, enfin, l'agriculteur qui va transmettre sa ferme, généralement, bon, il a quelque part autour de 60 ans. Il n'est pas forcément très connecté sur tous les réseaux sociaux, Ça. même s'il utilise Internet, etc. Mais voilà, ce n'est pas forcément le canal le plus simple pour réussir à le contacter. Donc, on doit le contacter de manière assez multicanale, comme on dit. Donc, il y a au moins 5 ou 6 canaux par lesquels on se fait connaître auprès des cédants qui vont du papier à les médias, à le téléphone, à Internet. Enfin voilà, faut diversifier pour se faire connaître et reconnaître auprès des cédants. Évidemment, le bouche à oreille, ensuite, quand on a commencé à être présent dans une région, Oui. joue beaucoup. Voilà, donc avec les chambres d'agriculture ou les SAFER, il y a effectivement quelques relais qui se font, Mhm. c'est-à-dire des cédants qui nous sont amenés par les chambres ou les affaires parce que ces acteurs identifient que sur cette ferme-là, on pourrait particulièrement aider le cédant, mais c'est pas le vecteur majoritaire aujourd'hui pour nous. D'accord. Et est-ce que tu as des critères de sélection où toute ferme peut trouver son bonheur auprès des lois? Alors, on a des critères. Le sujet, en fait, c'est que Eloi accompagne à la fois le renouvellement des générations agricoles, Oui. mais en même temps, on veut que les fermes aillent vers des pratiques agroécologiques. C'est-à-dire, c'est les deux en même temps. Euh, et donc, il y a des fermes sur lesquelles c'est compliqué d'amener une transformation agroécologique parce qu'en fait, si vous avez par exemple un élevage de porcs hors sol Mm. euh, avec des bâtiments qui ont coûté très cher, plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, et un rendement, enfin, un résultat économique qui est plutôt bon sur cette ferme où il y a potentiellement assez peu de terre, pas forcément proche des bâtiments, on ne peut pas forcément faire grand-chose d'autre sur cette ferme à la reprise que ce qui est déjà pratiqué, ou alors si on fait autre chose, bah, la valeur économique va beaucoup chuter. Et donc, on n'a pas forcément de solution de transformation aujourd'hui de ces fermes pour qu'elles aillent vers des pratiques plus agroécologiques. Donc, ce n'est pas forcément notre métier ou notre cible de porteur de projet que de pouvoir accompagner toutes les fermes aujourd'hui. Alors, on réfléchit enfin, au fur et à mesure, on élargit. C'est-à-dire qu'il y a des fermes où c'est plus naturel. Par exemple, on peut faire de l'élevage extensif à l'herbe, les bâtiments, les animaux ont accès aux bâtiments, donc ils peuvent sortir, etc. Ça s'y prête. Et on peut, à l'intérieur de ces itinéraires techniques-là, sur ces fermes-là, réduire la part de culture qui est destinée aux animaux pour qu'il y ait plus d'herbe,
aller vers des pratiques donc plus extensives, plus régénératrices pour l'environnement. Ça, c'est tout à fait possible dès qu'il y a du foncier quelque part. Et donc pour les autres fermes, celles où on ne peut pas encore aller aujourd'hui, on réfléchit à comment on pourrait, comment il faut qu'on accepte ou pas certaines fermes. Et pour l'instant, on ne couvre pas ces fermes que j'évoquais parce qu'on ne voit pas comment on peut les améliorer. Euh, je, je pense que voilà, la frontière en fait de ce qu'on prend pas, on a des questions tous les jours. Est-ce qu'on fait les escargots? Est-ce qu'on fait l'horticulture? Est-ce qu'on fait, enfin, on a des demandes entrantes. Donc on est amené à se poser souvent ces questions. Et en fait, on a un petit comité là de réflexion en interne sur justement les frontières et les limites qui a été constitué au sein de l'entreprise, qui est en train de travailler pour essayer de fixer mieux ces frontières et à la fois pouvoir élargir notre offre à plus de fermes sans aller au-delà d'un certain seuil où on considère qu'en fait, on ne peut plus améliorer les choses. Oui, d'accord. Alors, le secteur agricole est sujet à plein d'idées préconçues. Est-ce que tu en as quelques-unes que tu aimerais mettre à mal à cette antenne? Oui, bah la principale, pour moi, qu'on a découverte en avançant, hein, c'est que en fait, il y a assez de porteurs de projets pour s'installer en agriculture. Euh, on entend beaucoup dans l'écosystème que le problème de la non-reprise des fermes, c'est le problème du manque de porteurs de projets, sérieux, formés, etc. En réalité, bon, si on regarde les chiffres, il y a à peu près 20 000 fermes qui doivent se transmettre chaque année. Il y a 22 000 porteurs de projets qui se présentent chaque année au point accueil installation. Donc, mathématiquement, ça fonctionne. Évidemment, dans ces porteurs de projets, tout le monde n'est pas forcément sérieux et formé, etc. Néanmoins, ce que l'on constate, nous, c'est que quand on fait l'effort, en fait, préalable sur une ferme, de réfléchir à sa potentielle évolution pour l'adapter aux attentes des repreneurs. Ça peut être une évolution de production, Mhm. ça peut être une évolution de pratique, ça peut être les deux. Ça peut être la grappe de ferme, c'est-à-dire ce que j'évoquais au début, notre modèle initial. Quand on fait cette évaluation, quand on fixe le bon prix, c'est-à-dire le prix qui permet aux jeunes qui s'installent économiquement de rembourser son emprunt. Donc, le Mhm. truc est assez simple, hein. Il faut que l'EBE, donc le résultat financier de l'exploitation, permette de rembourser le prêt. Donc ça, c'est le truc de base. Si ce prix-là est bien calé, et qu'on fait une mise en avant de la ferme digitale de qualité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des belles vidéos, il y a une bonne description, on affiche le prix, on sait où c'est. Ça peut paraître bête ce que je dis, mais Non, mais c'est important. dans le monde agricole, il y a beaucoup d'annonces anonymes. Vous avez une photo de vache, il y a marqué ferme laitière 700 000 litres, secteur Bretagne Nord. Et, Oui, enfin, c'est et on essaie de recevoir des coups de fil de porteurs de projets qui sont basés partout en France et qui potentiellement seraient intéressés par cette ferme, mais on n'en sait rien du tout, il n'y a aucune photo. Bon, donc, il faut que ce soit mis en avant de façon digitale auprès de communautés donc, que nous, on a préconstituées, qui sont 30 000 followers maintenant, plus 3 500 inscrits sur notre site dont on connaît les projets. Quand on diffuse une annonce et qu'on fait rayonner ça et qu'elle a été très travaillée, comme je le dis, il n'y a pas de problème de porteur de projet. On a 10 porteurs de projet en 15 jours. Il y a des fermes où on en a 50. On est obligé de fermer les trucs et de mettre sur liste d'attente. Il y en a quelques-unes, on n'en a que 3-4, mais c'est très rare. Et généralement, ensuite, on se pose la question, OK, pourquoi cette ferme ne la trouve pas? Et en retravaillant l'annonce, en retravaillant le positionnement, on voit qu'en fait, on arrive à trouver. Donc, il y a un travail, en fait, fin de mise en avant, mais il n'y a pas de problème de porteur de projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur la formation des porteurs de projet, sur bien la sûr. motivation à aller travailler dans le monde agricole. Oui, oui, il faut continuer ces actions, mais je pense que le constat d'échec dans le renouvellement des générations, est aussi beaucoup lié à la fluidité du marché, la manière dont c'est organisé, qui fait qu'en fait, bah, les fermes ne sont pas assez visibles, pas assez mises en avant, pas assez adaptées, et que du coup, bah, elles ne trouvent pas repreneur. D'accord. Alors, on va parler un petit peu des lois. Est-ce qu'il y a des projets comment est-ce que tu vois l'évolution des lois dans les prochains mois, dans les prochaines années? Alors nous, notre ambition, c'est de réaliser 1000 transmissions par an. Donc ça fait 3 ans maintenant qu'on martèle ça. Depuis le début, en fait, on a vu bah, il y a 20 000 fermes à transmettre tous les ans. Il y en a 40% qui partent à l'agrandissement. Donc faut quelque part qu'on améliore ça et qu'on ait une vraie pierre à cet édifice-là qui soit impactant. Donc voilà.
Aujourd'hui, on va en faire à peu près 80 cette année, à peu près le double l'année prochaine. On a déjà un peu ces chiffres parce qu'on voit bien le nombre de fermes qui nous sont transmises tous les mois. Et comme un projet de transmission, ça prend entre Juste. 13 et 18 mois, Oui, d'accord. on sait assez longtemps à l'avance sur quel volume on est. Donc, on va faire 170 fermes l'année prochaine. On voit qu'on devrait arriver à ces 1000 fermes et qu'on a la possibilité de le faire. On a élargi quand même notre offre pour arriver à ces chiffres-là. Notamment, on a ajouté la recherche d'associés. C'est-à-dire que quand vous avez une structure collective dans l'agriculture où il y a plusieurs agriculteurs qui sont dans une structure commune, souvent c'est des GAEC, c'est une structure sociétale où il y a plusieurs associés. S'il y en a un qui part à la retraite parce qu'il a 65 ans et que le GAEC il a besoin de trouver un repreneur, c'est très compliqué aussi pour eux de trouver des repreneurs. Et là, on a sorti aussi une offre qui permet de faire voilà, une vraie belle mise en avant de la ferme avec beaucoup de vidéos pour comprendre qui sont les gens, ce que fait la ferme, comment ça marche, de manière à donner envie. Et ça marche bien aussi. Donc, c'est 1000 projets en fait au sens large, soit de la recherche d'associés, mais en tout cas, c'est le renouvellement des générations. Et puis, cette ambition d'impact et de transition Mhm. où au fur et à mesure que l'on avance, on structure aussi de manière plus fine la manière dont on apporte aux porteurs de projets qui s'installent des leviers, des outils, des formations, du financement pour aller plus vite et mieux dans cet impact. Et donc, on a commencé par se brancher avec les outils de mesure d'impact, de rémunération carbone, etc., pour leur dire, bah, voilà, on vous fait une petite formation sur les différents outils qui existent, on vous montre combien ça vous coûte à mettre en place, combien ça peut vous rapporter, quels sont les intérêts, de manière à structurer et les aider dans cette démarche. On a aussi des modèles de financement via du portage foncier, où on peut faire financer la plantation de haies, la restauration des zones humides, un certain nombre d'actions qui sont ensuite quantifiables, mesurables et qui génèrent du crédit carbone qui leur apporte en plus une rémunération supplémentaire. Donc voilà, on structure en fait pour que on ait vraiment un rôle de maximiser l'impact sur chacune des fermes qu'on transmet et que ce soit aussi quantifiable et mesurable pour nous. Est-ce que c'est difficile de trouver un financement pour reprendre une ferme? Est-ce qu'il y a des accords particuliers? Est-ce que vous avez réussi à créer, entre Éloi et certains, certains établissements, des partenariats? Trouver son financement si la ferme est au bon prix, déjà au départ, si le projet tient la route. Ça peut être un challenge parce qu'il faut quand même un apport. Oui. Quand bien même tout est bien dimensionné, il y a un moment donné, il faut quand même cet apport parce qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent plus à 100% d'une somme. Donc, il peut y avoir ce blocage sur le montant de l'apport par rapport à la taille du projet chez certains porteurs de projets. Et dans ce cas-là, c'est important effectivement de brancher un certain nombre de leviers de financement alternatifs. Et effectivement, on les a un peu structurés, que ce soit à travers la recherche de la mise en place de portage foncier, j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire en fait on a une structure tierce qui achète les terres, qui les met en location du porteur de projet avec une option d'achat. Et en gros, au bout d'un certain nombre d'années, le porteur de projet peut, quand il a dégagé du résultat et qu'il a remboursé ses premiers emprunts, généralement les emprunts sur le matériel, sur le cheptel, c'est des emprunts sur 7 ans. Et donc, quand il a remboursé ça, il a une bouffée d'oxygène financière qui lui permet ensuite de se dire, bah voilà, maintenant si j'ai envie, je rachète mes terres. Donc ça, c'est une solution. On branche d'autres solutions, par exemple le financement participatif avec différents partenaires qui font que les porteurs de projets peuvent venir financer une partie de leur installation à travers du financement participatif. C'est généralement des taux d'intérêt plus élevés, Mmh. mais pour les banques, c'est vu comme du capital ou de l'apport, ou voilà, c'est parce que en fait, généralement, le financement participatif passe en dette mineure. C'est-à-dire que si jamais euh, il y a un défaut de paiement, c'est d'abord la banque qui se sert et ensuite le financement participatif. C'est-à-dire qu'en fait, ça sécurise le dossier bancaire, que ce soit dans le bon ratio, mais voilà, apporter 10-20% d'un financement global à travers ce type de financement peut débloquer des situations bancaires. Voilà. Et puis il y a des subventions publiques aussi, que parfois les porteurs de projets peinent à aller chercher, donc à identifier.
à constituer des dossiers, à aller chercher. Ce sont des trucs parfois qui ne font pas. Donc là, c'est de les aider aussi dans cette dimension-là. Et ça, c'est un petit peu nouveau quand on regarde ces trucs-là parce qu'on se rend compte qu'ils n'y vont pas toujours. Donc C'est vrai. voilà, tout ça, mis bout à bout, permet de débloquer ces situations, d'apporter un peu d'air aux porteurs de projets qui s'installent. Et dans les faits, nous, on n'a pas eu à ce stade, hein, mais je croise les doigts de refus bancaires qui nous On n'a a pas trouvé de enfin, solution. plombé le projet quoi, de manière définitive. Super. Alors, bah, une activité qui a plein de sens, qui crée de l'emploi, tu le mentionnais tout à l'heure, qui est non délocalisable, qui nous permet à tous finalement de manger. Et c'est une grande chance de pouvoir avoir quelque chose dans son assiette, quelque chose de sain, puisque tu nous as expliqué toute la démarche qui est à l'origine des lois. Est-ce que il y a une dernière question, Maxime, que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, je te laisse partir dans la direction qui t'intéresse, tu vois. Waouh. Une question que j'aurais aimé qu'on me pose, c'est non, bah il y a plein de choses qu'on n'a pas dit, hein, mais on Oui. peut. Moi, il y a un truc dont on est fier, et qui facilite notre modèle et notre métier, c'est que avec cette dimension d'impact qu'a Eloi, on arrive à recruter des équipes incroyables et à les fidéliser. Euh, et ça, c'est une grande chance. Et c'est pour tous les gens qui vont vers les métiers d'impact un élément à avoir en tête, un élément différenciant et de voilà. Quand on est en train de croître comme on est en train de le faire, là, on a accueilli une promo de 6 nouveaux collaborateurs. On est passé en septembre dernier, on était 9 personnes, là, on est 25. Donc, il y a eu quand même une croissance importante. C'est important de pouvoir, sans avoir besoin d'y mettre trop d'énergie, d'avoir plein de bons candidats qui frappent à la porte quand on pose une annonce. Donc ça, c'est vraiment un point dont on est fier, c'est la qualité de notre équipe. Euh, et le fait que quand on a, par exemple, des gens qui viennent en stage fin d'études ou césure, qui nous demandent ensuite, alors parfois on leur propose aussi, mais qu'ils acceptent de continuer avec nous et d'être embauchés ensuite, soit pour leur première embauche, soit ils ont une alternance d'un an ensuite et on enchaîne avec une alternance. Ce genre d'expérience, on l'a fait déjà 4 ou 5 fois avec des stagiaires qui continuent chez nous, ce qui est très rare parce qu'en fait, normalement, un stagiaire, il veut diversifier ses expériences sur son CV. Donc, c'est une grande fierté et beaucoup aussi de gains d'efficacité. Des gens qui sont chez nous continuent chez nous parce qu'ils ont acquis une expérience, un savoir-faire. Évidemment, bah, les garder ensuite avec nous, c'est gage de stabilité, d'efficacité, de performance. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant, qui est important pour nous et on en est super heureux. Ouais, je conçois parce qu'effectivement, c'est une grande fierté de pouvoir avoir des équipes qui sont impliquées, qui sont formées et demandent à rester, même si c'était leur première expérience et qu'effectivement, ils ne diversifient pas. Ça veut dire qu'ils ont vraiment trouvé l'endroit où ils se sentent bien et qui va leur permettre de croître. Donc, une entreprise, c'est avant tout des équipes. Et je te remercie pour ce joli témoignage parce qu'effectivement, ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir être inspiré par ton exemple. Merci beaucoup, Maxime. Merci de ton temps, de ton sourire, de nous avoir fait découvrir Éloi. Nous mettrons dans le descriptif de la vidéo, bien entendu, tous les liens pour te retrouver et pour retrouver ton équipe. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.